Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cyclisme Performance Academy. Vous êtes dans un nouvel épisode de Prépare ta saison 2025 avec Cyclisme Performance. Aujourd'hui, je reçois Mathieu. Enfin, tu me reçois, je suis chez Ouais, toi. Comment ouais. tu vas? Et ouais, encore une fois, on enchaîne les podcasts en présentiel, on se régale, donc ouais, c'est cool. Ouais, en forme. Ouais, ouais, Aujourd'hui, on va parler de gagner des watts. ouais. Ouais. Enfin, Gagner ou économiser, l'art de pas perdre de watts plutôt. ouais, ouais. Donc, et L'art écoute, de rouler plus vite surtout. surtout, c'est ce qui fait la beauté du vélo, rouler plus vite. Ouais, oui, on veut tous rouler plus vite. C'est con. Ouais, ouais. Du coup, première question, direct. Est-ce que se raser les jambes, ça fait aller plus vite? Ouais, et oui, clairement. Clairement, il y a pas mal de tests qui ont été faits et oui, on va retrouver en termes de watts économisés, donc c'est-à-dire que pour rouler à 30 km/h, entre jambes rasées et jambes non rasées, on a environ 6 watts de gain. Ouais, Donc à 30 km/h. Ouais. à 30 km/h. À 40 km/h, c'est environ 10 watts de gain. C'est plus ou moins selon à quel point comment on était poilu. Ou voilà, il y a plein de. C'est à nuancer, c'est pas précis. Mais dans l'ordre d'idée, c'est environ ça. C'est quand même énorme. Ouais. Mine de rien, à 40 km/h, 10 watts, ça commence à jouer quand même beaucoup. Bah ouais, puis si on se dit pour gagner 10 watts à l'entraînement, quand même, faut un certain temps, quoi. Ça se fait pas comme ça. Ouais, c'est sûr que si tu te dis le temps que tu vas passer, le nombre de séances que tu vas passer pour gagner 10 watts, Mm. Alors qu'il suffisait peut-être juste de se raser les jambes, quoi. Donc, et il y a ouais. des gagnes qui seraient joués à un rasage de canne. Hein. Ouais, non, mais clairement. Et puis après, alors c'est quand même bien démocratisé dans cyclisme sur route. Après, il y a d'autres disciplines du cyclisme, je pense, Ouais. où c'est pas forcément. Je sais pas, je regarde pas les photos dans toutes les catégories, mais Il y a encore des cyclistes qui font des caricatures, qui font de l'ultra-endurance ou qui font, je sais pas, d'autres pratiques du VTT ou des trucs comme ça, du en gravel, VTT, en qui sont VTT, gravel, pas, ouais, c'est clair, qui sont pas rasés. Hein. C'est clair. Et En pourtant, vrai, un Peter Sagan n'a pas été rasé toute sa carrière. Hein. c'est clair, ouais, c'est fou, c'est fou. Et Donc, même sur les bras, au final, on voit que, bah, à une époque, on disait toujours oui, faut des combis de chrono manches longues parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Maintenant, on voit que la tendance c'est un petit peu l'inverse. Mais attention, on regarde Remco avec ses trucs hyper courts au c'est bras. ça, mais il est tout rasé, hein. Ouais. Si on fait ça et on est poilu, alors on est tous plus ou moins poilus au niveau des bras. Mais si on est très poilu au niveau des bras et qu'on fait ça, c'est sûr que ça sera moins rapide. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre une combinaison en manches longues, quoi. Donc une combi manche courte, bras rasé est plus aéro qu'une combi manche longue. On peut le supposer, si on le voit chez les meilleurs en chrono, c'est qu'ils ont fait des tests. Après, ça s'applique sur eux, sur leur position. Et là, on joue quand même, sachant que les bras, voilà, c'est pas non plus ce qui est frontal à Et l'air. Voilà, donc on joue sur quand même quelques watts de gain. Donc c'est très individuel. C'est pas ouais. non plus une science parfaite. Est-ce que tu pourrais développer l'idée de comment gagner des watts, c'est-à-dire, je t'avance un petit peu, mais comment limiter les résistances à l'avancement en fait. Ouais, bah, c'est ça, parce que quand on avance, en fait, il y a plusieurs résistances qui nous freinent. Sinon, ouais, on irait super vite si on avait zéro Et puis résistance. on pourrait, d'un tout petit Ah ouais, mouvement, c'est aller à clair. l'infini en Ah ouais, fait. ouais, ça serait pratique, mais c'est pas le cas. Et donc on est ralenti. Alors la plus grosse source de ralentissement, c'est la résistance à l'air. Donc la résistance aérodynamique, le vent de face, voilà, c'est ça qui impacte le plus notre vitesse. Ensuite, il y a le roulement, donc c'est voilà, l'interface pneu-route. Donc que ce soit bah, la qualité du bitume, selon les différents bitumes, on ne va pas à la même vitesse. Et puis bah, la qualité du pneu et son rendement. Et puis on a les résistances mécaniques qui sont donc tout ce qui est friction, roulement au niveau des roues, la La, chaîne, roulement au la niveau du plaquette qui pédalier. touche. Ouais. Ah ouais, bah là, si on doit éliminer tout cette petite friction, en tout cas, on gagne énormément. Et celle de base, rien que voilà, le frein les plaquettes qui touchent, etc. C'est pas grand chose, mais mis bout à bout. Alors, les frictions, c'est vrai que c'est la part la moins importante. C'est pas la priorité, vraiment, pour rouler plus vite. C'est pas ce qui fait une très grosse différence. Si on met des roulements céramiques sur un pédalier, c'est presque imperceptible. C'est des différences qui se comptent, je
pense Ouais. qu'on est à moins d'un watt d'économiser, ce qui est rien du tout. Par rapport au prix que ça coûte en plus. Voilà, c'est On pas un peut aller chercher investissement. quelque chose de plus optimal, on va dire. Bah, en tout cas, un Rapport, meilleur équilibre, voilà, investissement. watt euro, quoi. On Ouais, peut faire le voilà. ratio et oui, tout ce qui est roulement céramique, c'est pas forcément des bonnes options, voire pas du tout des bonnes options. Mais du coup, qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pour améliorer notre efficacité sur le vélo? Bah, si on prend ce ratio euro par watt gagné, euro dépensé par watt gagné, finalement, se raser les jambes, on l'a dit, Ouais. ça coûte 0 euros, enfin bon, le prix d'un rasoir à la limite. Et clairement, bon, on a jusqu'à 10 gains de gagné, de 10 watts de gagné à 40 km/h, ce qui est énorme. Après, voilà, il y a tous les petits détails, chaussettes aéro par exemple, après, au niveau des textiles, et puis, enfin non, je vais oublier un. La J'oublie position. la position, Ouais. clairement. En vrai c'est la première chose. C'est même avant de se raser les jambes, déjà, c'est la position. C'est stratosphérique les différences qu'il y a entre différentes positions. Le cycliste relevé comme ça, là. Et celui qui va se pencher un petit peu Ouais, sur son cintre, ouais, ouais, il y en a beaucoup. rentrer un peu les coudes. Clairement, ouais, et c'est beaucoup qui s'en rendent pas compte. Souvent, c'est de l'éducation, quoi. Au final, c'est par méconnaissance de ce qu'on peut gagner avec l'aéro. Peut-être qu'à moyen terme, je fais une petite dédicace à Aeroscale, qui est voilà, une boîte grenobloise que je connais un petit peu, qui travaille sur un capteur, idéalement un capteur qu'on pourrait installer sur son vélo, de la même manière qu'un capteur de puissance est installé aujourd'hui sur les vélos en sortie d'usine, c'est monté directement maintenant les capteurs de puissance. On pourrait avoir un capteur de coefficient aérodynamique, ce qui nous aiderait du coup à avoir un feedback en temps réel de notre position et de notre efficacité aéro et savoir si on est voilà nous aider en tout cas à maintenir un effort aéro et avoir des vrais chiffres devant nous quoi. Clairement, je pense que ça ferait une grosse différence. Ok. Donc, la position en premier. Pour les résistances aéro, forcément, on va penser aux vêtements amples qui vont faire un peu drapeau, parachute Ouais, là ouais, derrière. Ça, c'est... clairement. Mais par contre, un vêtement bien fité au cycliste Ah, serait c'est la hyper base. important. C'est la base, ouais. Dans les gains aéro, on pense souvent aussi au casque aéro. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de ces casques-là, sachant que euh, on pourrait avoir chaud à l'intérieur? Ouais, bah maintenant ça a quand même beaucoup progressé. Je pense qu'un casque aéro d'il y a 10 ans et un casque aéro de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Si on prend un casque Specialized aéro, c'est aujourd'hui la référence, un des meilleurs casques clairement, qui a un très bon équilibre, qui est très bien ventilé, très aéro. Voilà, aujourd'hui pour moi il n'y a pas d'excuse de ne pas avoir un casque aéro en 2024-2025 Ok. pour la performance clairement. Et est-ce que si on est dans le aéro ou pas aéro, on peut se poser la question du choix du cadre? Ouais. On nous vend des cadres dits aéro, on va plus vite. Est-ce Mm. que ça fonctionne ou pas? Bah, c'est pas la priorité. Je pense que on peut dire que c'est vraiment le dernier achat à faire. Si on reprend notre ratio watts gagnés, euros dépensés, c'est vraiment le pire achat possible parce que voilà, la différence elle se fait entre allez, 5 à 10 watts entre deux cadres et je dirais que c'est presque le maximum qu'on puisse gagner quoi. Ok. Donc intéressant, mais bon. Autant que se pas- raser les jambes quoi. Si on remet tout, Oui. c'est vrai, t'as raison, on a bien fait de commencer par dire qu'il fallait se raser les jambes parce qu'on peut tout remettre en rasage de jambes. Bon, vu comme ça remet les choses en perspective. Non, mais par contre, là où on peut aller chercher un peu plus, il me semble, c'est l'interface pneu-roue. Ouais, 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 clairement. Là, notamment si on regarde les données de AeroCoach, la différence entre le meilleur pneu mesuré et le pire, alors par paire de pneus, à 45 km/h, c'était, je me souviens plus, c'est autour de 30 watts, 28 watts, je crois. 28 watts. Ouais, c'est énorme. 45 km/h, Ouais, 28 watts. bah, et puis en plus, voilà, à ces vitesses-là, c'est vrai que tout ça s'accumule très très vite. La position, ça peut être facilement 60 watts, quoi. Donc, Mais du coup, l'idée, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué l'intérêt, enfin, le principe un peu dynamique, on va dire, derrière le. Ok, tu as une résistance qui va contre toi. Mm. Comment tu fais pour la limiter? C'est le détachement du flux d'air au dernier moment. C'est Et ça. c'est là-dessus que joue le pneu, l'interface pneu-roue. Alors il y a ça, mais puis après c'est surtout les gains qu'on a, c'est pas en soufflerie, c'est vraiment le roulement, tu vois, le roulement du pneu sur la route, quoi.
selon avec la bande de roulement. Ouais, bah du coup, Il y a là le on côté était sur aéro. le côté aéro du pneu et de la roue. Les gains que j'ai donnés, c'est pas pour l'aéro, hein. C'est pas pour l'aéro. Ok, autant, oui, pardon. Non, c'est vraiment Ouais, pour le roulement. Les gains aéro avec des pneus, ils existent. Là, j'ai pas de données en tête. En tout cas, ils existent et ouais. c'est un point à prendre en compte, forcément, en fonction de la jante, en fonction même juste du design du pneu. Voilà, un Grand Prix 5000 par exemple là-dessus est plutôt très bon, quoi. Ouais, il faut que le pneu, la largeur du pneu fit avec la largeur de la jante. Et il y a ça, ouais. Et en plus des qualités du pneumatique en lui-même Ouais, puis sur le même la bitume. texture sur le pneu influence l'aérodynamique du Ouais, pneu, comme on quoi. a vu avec les Continental, les derniers qui sont sortis pour Ouais, la roue avant là. c'est ça. C'est ça, mais même du coup, les Grands Prix 5000 sont plutôt bons là-dedans, alors que c'était quelque chose qui avait été fait, je dirais pas au hasard, mais pas pour ça en tout cas. C'était Ok. pas pour améliorer l'aéro sur les Grands Prix 5000 qu'il y a ces petits dessins sur le pneu. Je crois que c'était plus par rapport à la pluie. Et au final, on se rend compte que c'est un des pneus les plus rapides en termes d'aéro, quoi. Non, intéressant. Hasard de dingue. Ouais, bah c'est vrai que des fois, c'est des choses qui arrivent. Ouais, je pense que là, c'est. Mais du coup, on a amélioré du coup là ce qui va pouvoir venir de la personne en elle-même, Hmm. du pneumatique. Le dernier point qui nous reste à aborder, il me semble, c'est les frictions mécaniques de la chaîne. Ouais. Et là, on fait appel en partie au lubrifiant, mais aussi à la qualité de la chaîne. Ouais. Bon, après, entre les chaînes, c'est pas des grosses différences, mais en tout cas, c'est toujours ça entre différentes chaînes, entre différents lubrifiants. Voilà, ça reste le dernier truc en termes de gains. Mais voilà, on peut espérer une dizaine de gains à 250 watts, une dizaine de watts de gains à 250 watts, ce qui est quand même important. Et surtout, quand on fait les bons choix de lubrifiant, bah, en fait, c'est derrière l'entretien qui peut être clairement plus simple. Et puis la durée de vie du matériel. Parce qu'en fait, quand on limite les frictions, en fait, on limite aussi l'usure du matériel. Parce que les frictions, bah, c'est en fait ce qui crée l'usure du matériel. Donc on change moins de cassette, on change moins de plateau, on change moins de chaîne. Et en fait, on se rend compte qu'avec un bon choix de lubrifiant, finalement, même si on peut investir plus au début, bah, en fait, sur le long terme, on économise, quoi. Ouais, et du coup, dans les lubrifiants, est-ce que tu pourrais détailler ce qu'on peut retrouver dans le marché un petit peu Ouais, il y a un peu de tout. Il y a les lubrifiants à base d'huile qui les sont au final classiques? ouais, très classiques. C'est le moins efficace parce que bah, en fait voilà, tout peut s'accrocher à l'huile en fait, et donc dès que c'est un peu sale, etc., on va accrocher plein de saletés. Ça va se salir très vite. Et c'est vrai que je parle des gains qu'on peut avoir sur les lubrifiants, mais ces gains-là, il faut savoir qu'ils prennent de l'ampleur quand on est dans des conditions compliquées. Sur une course qui se court, voilà, où la route est sale, il a plu, ou il pleut, bah, en fait, celui qui a par exemple de la cire, qui est donc une autre forme de lubrification, eh bien, la cire est sèche, à l'inverse de l'huile, et du coup, la cire, bah, il n'y a rien qui se colle à la cire en fait. C'est sec. Donc, bah, forcément, après 4 heures de course, celui qui avait de l'huile sur sa chaîne, il a tout le sable, toute la terre qui s'est un peu mélangée avec. Ça fait de la crasse, voilà, qui en plus est complexe à nettoyer et pourrit tout le vélo. Mm. Et bah, en termes de performance, c'est vraiment moins bon. Donc voilà, les deux principaux types de lubrification, c'est ça à base d'huile et à base de cire, où bah, il y en a un qui va du coup être huileux et l'autre qui va rester sec, quoi. Ok. Et ça, donc, ça permet de gagner et en watts et en durabilité de la chaîne. Mm. Au final, c'est donnant-donnant, quoi. Bah ouais, Les... clairement Et c'est. puis surtout, là, ce que je trouve intéressant avec ces produits-là, c'est la propreté. Tu disais, il n'y Ouais. a pas de poussière, de trucs, et t'as pas de traces de cambouis. Ah non, mais c'est fou. Quand tu es dans un appart, c'est trop bien, genre. Ah mais ouais, franchement, je dirais pas que ça a changé ma vie, mais ouais, franchement, c'est dingue. C'est dingue. C'est tout pour nettoyer le vélo, tout ça, c'est tellement plus simple. Mm. Franchement, je reviendrai jamais en arrière. Et du coup, ces gains-là d'aéro, est-ce qu'ils s'adressent à tout le monde ou est-ce qu'on peut se dire que ça s'adresse à l'élite? Bah non, ça s'adresse clairement à tout le monde. Aujourd'hui, même voilà, on est tous contents quand on regarde notre vitesse moyenne sur Strava. Bah ouais, on va rouler plus vite en changeant deux trois détails. Ouais, c'est toujours sympa quoi. Donc, voilà, on a tous envie de rouler plus vite. Donc voilà, ça c'est accessible à tous. Et puis à toutes les disciplines.
On l'a vu au JO où voilà, l'équipe de France notamment a fait un travail dans pas mal de disciplines, notamment le BMX, qui ont vraiment travaillé sur leur tenue aéro. Ouais, ils ont des gains de fou. En VTT, il y a des gains de fou, cyclocross aussi, route, ultra distance, là on n'en parle même pas, ça reste c'est stratosphérique, même si c'est des vitesses qui paraissent peu importantes comparées aux gains affichés à 40 km/h. Sauf qu'en réalité, quand on donne un gain à 40 km/h, c'est 40 km/h de vitesse d'air. Souvent, c'est mesuré en soufflerie, donc c'est un air qui se déplace à 40 km/h. Et en réalité, si on roule à 20 km/h et qu'on a un vent de face de 20 km/h, on a un air de 40 km/h. Et on a les gains affichés à 40 km/h. Donc là, quand je dis ça, j'ai tout dit. En fait, ces gains, même si on se dit, ah ouais, mais non, ça ne m'applique pas à moi, ça, il roule à 40 km/h. Bah ouais, mais en Ouais, mais fait, quand il y a du vent, 20 km/h, tu roules à 20, l'autre tu roules à 40, c'est pareil. Donc, bah ouais, 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 clairement. et puis surtout, quand on parle d'ultra-endurance, l'économie que tu fais sur 10, 15, 20 heures d'épreuve, voire certains quelques jours, Ah oui, oui. tu es en position, hop, tu as tout optimisé, bah mine de rien, ça va t'aider, quoi. Ouais, 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 là, ça peut se compter en heures. Après, ouais, la position en ultra distance, c'est vrai que c'est quand même compliqué parce que ça dure très longtemps, quoi. Donc, il y a vraiment ce facteur-là à prendre en compte. En vrai, ça reste la priorité parce que forcément, si on est cassé de partout et qu'on peut même plus avancer parce qu'on tient notre position, on s'est forcé Mm. et qu'on s'y est pas entraîné, là, ça marchera pas. Mais celui qui est entraîné, qui a une bonne position, qui a fait des choix intelligents au niveau du matériel, lubrification à la cire, un casque aéro, des jantes aéro, voilà, qui a fait les bons choix, bah en fait, il a un temps d'avance face aux autres qui est énorme, quoi. Ouais. Et j'aimerais qu'on revienne sur les JO. Tu as dit qu'ils avaient étudié la combinaison. Ouais. Mais c'est marrant en plus, parce que du coup, ils l'ont mis dans d'autres sports où c'est pas important. Hmm. Mais moi, ça m'a surpris. On a vu des VTTistes avec des surchaussures. Ok, ouais. Et c'était aussi marrant, du coup, les chaussettes. Enfin, du coup, ça faisait surchaussure un peu chaussette. Hmm. Et la chaussette très aéro, on voyait un peu de relief. Est-ce que Ouais. tu peux détailler un peu ces reliefs-là là? Ouais, 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 bah c'est tous les effets des textures. Ça doit être vraiment passionnant, je pense, de travailler dans le textile. Et si on a carte blanche, vraiment, je pense que on peut passer des jours et des jours à modéliser tout ce qui est possible de faire pour essayer de trouver des gains aéros. Parce qu'en fait, voilà, quand on va venir texturer un textile, on va manipuler l'écoulement de l'air sur ce textile. Et en fait, en manipulant l'écoulement de l'air, on va avoir une résistance aéro plus ou moins importante. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'air voilà, reste accroché le plus longtemps possible et se décroche le plus tard possible pour créer le moins de turbulence. Et sur des chaussettes aéro, par exemple, voilà, on a des gains qui sont énormes en ajoutant des textures parce que un cylindre, il faut savoir qu'il n'y a rien de pire que ça en aéro. L'air, il arrive sur le cylindre et il se décroche directement. Il n'y a aucun moyen de s'accrocher. C'est pour ça que voilà, un casque aéro de contre-la-montre, par exemple, voilà, ça va être quelque chose qui va avoir une forme allongée pour vraiment essayer de maintenir l'air et manipuler justement l'écoulement de l'air pour minimiser le décrochage. Et donc, par exemple, on a voilà, nos jambes, c'est un cylindre, on ne peut pas rajouter une calandre à notre cuisse, c'est compliqué pour rajouter, voilà, manipuler la forme de nos jambes. On peut pas faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut jouer sur le textile et avec une texture qui va permettre à l'air de rester accroché, de se décrocher plus tard, on va minimiser la résistance aéro. Et il y a des gains qui sont vraiment stratosphériques à faire voilà, au niveau des bras et au niveau des chevilles principalement, parce que c'est les deux cylindres les plus exposés, peu importe la position. Ouais, du coup, chaussettes aéro pour les jambes. Ouais. Attention à la réglementation, bon, après ça, voilà. Mm. Et, S'il n'y a pas de réglementation, on peut couvrir toutes les jambes. et on voit en vraiment. triathlon où quand les gars ils sortent, ils enlèvent leur combi, ils montent sur le vélo, ils ont les manchons complets Ouais. aéro quoi en fait. Ouais. Et ils courent finalement avec. Bon, c'est pas en course à pied qu'ils vont gagner le plus, Ouais, mais mais par contre à bon, vélo. mine de rien, il court quand même vite, hein, donc je pense qu'il y a toujours ça de prix, hein, Ouais. c'est clair. Et après sur les bras, c'est marrant parce que du coup, c'est soit on a réussi à trouver un maillot texturé. Mm. Alors l'idéal c'est évidemment de faire sa combinaison
personnelle. Ouais. Comme ça, elle est fitée pile comme il faut. Mm. Bon, faut pas trop manger à Noël, Ouais. mais elle est fitée comme il faut. Et ils ajoutent les textures directement sur Mm. les bras, par exemple. Ou alors, on a des options pour, entre guillemets, sauver le truc. On Ouais. a des sous-maillots qui sont intéressants. Ouais, ouais, c'est ça. L'option sous maillot est quand même vraiment intéressante parce qu'elle permet finalement d'être utilisée avec n'importe quelle tenue. On peut améliorer l'aéro. Alors attention quand même en disant ça, c'est que finalement, pour être sûr que ça améliore, il faudrait tester. Ça, on est obligé et bah, peut-être que dans certains cas, un sous-maillot aéro avec un maillot qui aurait peut-être déjà une texture ça fonctionnerait pas et même ça pourrait nous ralentir. Donc idéalement, quand on met un sous-maillot aéro, il faut que la tenue soit vraiment lisse, quoi. Et en fait, une texture, c'est pas forcément des bandes ou ça peut être simplement des fois, voilà, il y a une sorte de texture aérée qui perturberait quand même l'efficacité du sous-maillot. Donc à choisir, faut voilà, utiliser ça sur un maillot qui est vraiment lisse, quoi. Et du coup, pour tester, tu disais, il y avait par exemple peut-être comment un capteur qui se mettrait sur le vélo. Mm. Est-ce qu'on a d'autres possibilités pour savoir, justement, pour tester ça, quoi? Non, en vrai, les possibilités pour l'instant sont quand même vraiment limitées parce que c'est de toute façon c'est peu d'économie, donc on ne peut pas sortir dehors et essayer de se faire son propre test avec des segments Strava, etc. Ça serait pas fiable. Donc aujourd'hui, on a voilà, une offre de capteurs aéro qui commence à se diversifier, à se construire un petit peu. Voilà, Body Rocket vient de sortir là, il me semble, vraiment leur capteur. Enfin, ils sont au début de la commercialisation, si j'ai bien compris. Alors, je ne suis pas tout exactement, mais il me semble qu'ils en sont au début. Il y avait Nocio qui avait sorti un capteur aussi aéro, pas très fiable, ça marchait pas très bien. Voilà, Aeroscale en France qui travaille là-dessus, qui eux ont un capteur qui fonctionne très bien, mais pour l'instant qui est utilisable avec un certain protocole. Voilà, ils vont calculer en fait en fonction de la perte de vitesse sur un segment sans pédaler, un court segment d'une centaine de mètres environ, sans dénivelé, où en fait on arrive dans le segment à une certaine vitesse, on arrête de pédaler et en mesurant la vitesse de l'air, ils peuvent mesurer du coup bah, à quel point on perd de la vitesse en connaissant la vitesse d'entrée dans voilà, à partir du moment où on a arrêté de pédaler. Et du coup, on peut derrière ça en fait faire une sorte de reverse engineering et modéliser du coup le coefficient aéro et le roulement. Donc c'est vraiment super intéressant et ça, pour l'instant, ça fonctionne bien dans ce protocole-là. Et à terme, l'idée c'est que ça soit relié au capteur de puissance pour qu'on puisse retrancher bah, la puissance qu'on développe justement. Mm. Là, on le fait sans pédaler parce que du coup, bah, on ne pédale pas, donc on sait que la perte de vitesse est purement liée à l'aéro et au roulement. Mais bah, ouais, idéalement, il faut derrière une mesure de puissance, quoi. Voilà, c'est limité au segment précis. C'est ça. Donc c'est quand même compliqué à mettre en place pour le grand public. Et puis bon, ça reste pour l'instant assez onéreux et complexe à maîtriser. Est-ce que Mais tu je penses pense que que ce genre d'évolution, on va dire, dans l'entraînement, de presque gadget pour certains, mais au final Mm. très important, va se démocratiser dans le grand public en cyclisme? bah, je pense. Je pense parce que vu que tout le monde a y gagné, je vois pas pourquoi ça se démocratiserait pas. Et quand on voit aujourd'hui, voilà, toutes les marques qui vont annoncer des gains, etc., des trucs qui sont jamais, jamais vraiment vérifiés, on sait pas trop. Bah, là, je pense que certaines marques ils doivent stresser un petit peu, clairement, parce que même chez les pros, hein, en fait, voilà, les marques ils vont essayer de vendre leur vélo, dire non mais nous notre vélo, on vous jure vraiment il est rapide quoi. Mais ils n'ont pas forcément les moyens de faire des tests. Les équipes n'ont pas forcément les moyens de faire des tests, c'est compliqué. Et donc, ils doivent faire confiance aux marques. Mais en fait, bah, voilà, mettons peut-être quelques années plus tard, il y aura un test indépendant qui va être publié dans un magazine. On va se rendre compte que en fait, ouais, en fait, ce qu'on nous avait annoncé, c'était pas vraiment la réalité. Donc, si maintenant, bah, peut-être que voilà, les équipes pro vont commencer aussi à faire vraiment leurs tests pour choisir leurs partenaires, ce qui n'est pas le cas partout, ce qui est le cas dans certaines équipes, mais pas partout. Et ouais, ça influencera aussi toute l'industrie. Même si, encore une fois, c'est pas tellement sur les vélos qu'on fait les plus gros gains, mais à haut niveau, tant qu'à faire,
on va évite tout de perdre regarder, hein. 10 watts seulement sur un choix de câble, quoi. Mais il y a déjà un magazine qui s'intéresse il me semble que c'est un magazine, ou je sais plus, Ouais, c'est ça. d'avoir vu des tests aéro de produits où ils sont même pas envoyés par la marque ou quoi, hein. C'est eux Ouais, qui vont chercher les produits et ils se disent ok, bon, on va regarder. J'avais vu tous les casques. Ils avaient ouais. testé tous les casques et se dire lequel est le plus aéro. Ouais, ouais, non, il y en a pas beaucoup qui font ça, mais certains le font. Donc le magazine Tour en Allemagne et c'est Cycling Weekly, il me semble, en Angleterre, ou Cycling News, j'ai un doute. Euh, Je l'ai pas en tête. et voilà, je crois que c'est Cycling Weekly qui publie des tests aéro indépendants du coup. Donc c'est quand même intéressant d'avoir accès à ces données-là. Parfois sur YouTube, on peut avoir quelques vidéos. Voilà, Lionel Sanders, ça fait quand même quelques vidéos sur le sujet où il va en soufflerie. Dylan Johnson aussi, voilà, aux États-Unis pour le gravel, où lui, il a trouvé des gains de fou en optimisant son matos. Ouais. Et ouais, c'est assez impressionnant le choix du pneu, le choix du cintre, le choix du pédalier, du cadre, du casque, bon, des tenues. Enfin, en fait, ouais, c'est une quête un peu infinie d'optimisation du matériel. De toute façon, il y aura toujours des nouveaux produits qui vont sortir Mm. et qui seront dits toujours plus aéro et Ouais, on va jusqu'à une chape de derrière aéro, genre. ouais, ouais, Moi, ouais. pourquoi Ah, faire? ah, je pense qu'il y a des gains un peu partout. On voit en triathlon où il y a une réglementation qui est beaucoup plus laxiste. Voilà, en cyclisme sur route, on ne peut pas rajouter quelque chose qui n'est pas utile. On ne peut pas rajouter un carénage, par exemple, sur un pédalier, sur un Ouais. dérailleur avant. Voilà, en triathlon, maintenant, ils vont essayer de caréner le dérailleur avant parce que on se rend compte en ajoutant comme un sorte de casque aéro en fait, au dérailleur avant, bah, le dérailleur avant, il va plus vite. Donc c'est quand même marrant. Il y a plein de choses à faire. Et en fait, Ouais, mais en plus, j'ai bien aimé, ils usent de l'impression 3D c'est ça, ouais. pour apporter les pièces Ouais. et de se dire, ok, si je mets une pièce par-ci, une Mm. pièce par-là, et du coup, c'est intéressant parce que du coup, on peut s'inspirer du triathlon pour essayer de choper des gains, quoi. Ouais, mais du coup, c'est pas ça, C'est par pas, exemple, c'est pas autorisé. c'est pas autorisé, mais Ouais. bah, de toute façon, il y a bien des gars qui vont. Ouais. Tout ce qui est pas interdit est autorisé par définition, donc il y a des gars qui vont jouer avec la limite, hein. Bah, toujours, ouais, toujours. Et puis après, bah, du coup, ça donne des idées aux marques constructeurs de groupes, par exemple, de se dire, ah bah ouais, putain, on n'y avait jamais pensé, mais notre derrière avant, on peut peut-être faire quelque chose pour qu'il Mm. soit un peu aéro. Donc peut-être que c'est des choses qui arriveront sur le marché, un groupe plus aéro, peut-être au niveau des manettes, hein, c'est pareil, il y a peut-être certaines textures sur les manettes qui sont quand même frontales au vélo, peut-être que ça peut clairement avoir des gains. Donc ouais, il y a vraiment plein de choses à faire et c'est en testant qu'on pourra avoir des réponses. Et puis j'aimerais rajouter juste un dernier point, en tout cas de mon côté, c'est un vélo aéro, c'est plus lourd. Mais Mm. la question, c'est est-ce que du coup on serait pénalisé à monter par exemple avec un vélo aéro, enfin davantage d'équipement aéro, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça dépend. Globalement, non. Mais évidemment, on se lance sur comment ça s'appelle? 4 majeurs, non? C'est Les 7 majeurs. 7 majeurs. Ouais. Ouais, un peu plus que 4. Ouais, Et bah là, oui, forcément, bon, le poids aura plus d'importance qu'une course toute plate, quoi. ouais, forcément. Mais dans la majorité des cas, vaut mieux prendre l'option aéro. Franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, si vous hésitez entre les deux, option héros. Si vous n'hésitez pas, c'est que de toute façon la question elle se pose pas. Voilà, c'est sûr, on part faire quelque chose où il y a plus de 5000 mètres de dénivelé, bon, on se pose pas la question. Mais quand on se pose la question, mettons qu'il y ait allez, 2000 mètres de dénivelé pour 100 km, on se dira qu'est-ce que je fais? Bah, l'option héros elle sera plus intéressante. Et finalement, ce que tu vas perdre en montée, tu le gagneras en descente parce que c'est plus aéro. En descente, sur le Sur le plat. plat. Et voilà, surtout que le poids a quand même une influence qui est vraiment négligeable. Et puis, il faut aussi se dire que les 250 watts que tu mets sur ta chaîne à plat, où tu gagnes 10, ou je sais plus, bref, le chiffre de la chaîne, Mm, mais tes 250 watts, tu les as, que ce soit à plat ou en montée en fait. mm, mm. Tes frictions de pneus, ok, tu les as un peu moins, mais t'en as Ah bah toujours c'est un sûr petit que peu. parce que les frictions de pneus, chaînes, etc. Ça c'est y a pas d'excuse. Hein. Peu importe ce qu'on fait. Après au niveau des pneus, faire attention aussi à pas choisir le pneu le plus rapide non plus. Si derrière c'est un pneu qui crève Mm. après 30 km, là c'est Super. intéressant. Ouais. Et là, pareil, la pression du pneumatique est importante. Ouais, pression du pneu Cette aussi. barre, c'est terminé, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh là là. Ouais. Bah, surtout qu'en fait, ce qui est marrant et pas de bol pour ceux qui gonflaient trop, parce qu'en fait, euh, c'est moins pire de sous-gonfler que de trop gonfler. Trop gonfler, c'est vraiment mauvais parce qu'en fait, on va vraiment rebondir et bah, perdre en énergie tout simplement.
Alors qu'être un peu, trop peu gonflé, c'est pas si grave finalement, il n'y a pas une grosse On différence. risque de pincer à la limite. Ouais, bah ça par contre oui, ça c'est sûr et Et c'est l'avantage du tubeless. c'est clairement l'avantage du tubeless, ouais. C'est l'avantage du tubeless sur des routes qui sont assez abîmées ou des pavés, voilà, bah, avec l'option tubeless, même si c'est pas forcément la plus rapide, bah, il y a quand même un gain intéressant à aller chercher de ce côté-là de pression de pneus, quoi. De toute façon, il y a beaucoup de points à apporter. Aujourd'hui, on n'a fait qu'effleurer le Mm, sujet. exactement. Et puis, bon, bah, je te fais une petite passe D, mais Ouais. t'as sorti un peu de contenu là-dessus. Exactement, exactement, parce qu'en fait, ça part de moi, hein, tout simplement. Je me dis, bah, je vais optimiser mon vélo et mon matériel pour aller plus vite. Donc j'ai fait toutes mes recherches, j'ai fait quelques tests du coup avec Aeroscale aussi à Grenoble. Et bah, tout ça, je l'ai synthétisé et j'en ai fait un cours qui est disponible donc sur formation.cyclisme-performance.com où voilà, j'ai divisé du coup en deux parties. Parce qu'au début, je pensais que je ferais une grosse formation sur le matériel, mais ça allait me prendre une éternité. Donc du coup, bah ouais, ça a fait quelques mois de travail. J'ai fait une première partie sur les frictions, donc la diminution des frictions et la diminution de résistance au roulement. Et une seconde partie vraiment centrée sur l'aéro, parce que bah, c'est là qu'il y a le plus de choses à dire. Donc ça faisait une formation entière. Donc voilà. Euh, tout ça, c'est sur notre site. Et puis, c'est l'idée de vous redonner bah, en fait, ce que moi j'ai appris de mon côté, ce que j'ai mis en place. Bah ouais, vous redonner la méthode pour vous aussi bénéficier de tous ces petits gains. Et bah, on te remercie, Mathieu, que ce soit pour ce Merci. contenu ou cet échange. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et ajouter un commentaire à ce contenu, que ce soit sur la plateforme de podcast ou sur YouTube. Et puis, à bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt. Ciao.